Mon fils m'a rayé de sa vie pendant 20 ans. Il ne voulait plus me parler et ignorait toutes mes tentatives de le contacter, jusqu'à ce que je devienne riche. Soudain, il m'a invité pour Noël, comme si de rien n'était. Mais j'avais un plan. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai souri et j'ai dit « J'ai une surprise pour vous ». Leurs visages se sont illuminés de cupidité, s'attendant à mon argent. Mais quand ils ont vu ce que j'avais préparé, leurs visages sont devenus blêmes et leurs sourires ont disparu. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Le téléphone a sonné juste au moment où je m'installais dans ma routine du soir. Le son strident a déchiré le silence de décembre dans ma maison de Lyon comme une lame de rasoir. J'ai failli ne pas répondre. Le démarchage téléphonique avait la fâcheuse habitude d'appeler juste à l'heure du dîner, mais quelque chose m'a poussé à décrocher le combiné. « Papa ?» La voix m'a frappé comme un coup de poing. 20 ans. 20 ans de silence, et maintenant cette salutation désinvolte, comme si nous nous étions parlé la veille. Étienne, ma voix est sortie, stable, bien que mes jointures soient devenues blanches là où je serrais le téléphone. C'est inattendu. Ouais, enfin, je pouvais entendre ce rire nerveux familier, celui qu'il avait quand il était enfant et qu'on le surprenait à mentir. Écoute, je sais que ça fait un bail, mais Noël approche, et Sophie et moi, on en parlait. On adorerait que tu viennes dîner, tu sais, un moment en famille. Un moment en famille. Les mots avaient un goût amer dans ma bouche. J'ai fixé la photo de famille délavée sur la table de ma cuisine, celle d'un Étienne de 8 ans, une dent en moins et un grand sourire, avant que tout ne s'effondre. Un bail. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une pointe d'ironie dans ma voix. Étienne, tu n'as pas répondu à mes appels depuis 2 décennies. Tu te souviens des cartes d'anniversaire que je t'ai envoyées? De l'invitation pour ta remise de diplôme? Tout est revenu non ouvert. Papa, allez, j'ai été occupé. Tu sais comment c'est? Construire sa carrière, élever une famille. On n'a jamais assez de temps. Jamais assez de temps. Je me suis levé, arpentant ma petite cuisine. Dehors, les lumières de Noël clignotaient d'un air moqueur aux fenêtres des voisins. Mais soudain, il y a du temps maintenant. Juste après que la nouvelle de mon gain au loto a fait les gros titres des journaux. Un silence, trop long. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne vois pas? J'ai gardé ma voix délibérément calme. 15 millions d'euros, à la une du journal local le mois dernier. Quelle coïncidence. Cette invitation soudaine. Papa, ce n'est pas... Je veux dire, je suis content pour toi, mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. On s'est juste dit que ce serait bien de renouer le contact. Tu vieillis et je vieillis aussi. J'ai failli rire. Je vieillis depuis 20 ans, Étienne. Où étais-tu quand j'ai eu mon opération à cœur ouvert, quand j'ai passé Noël seul dans cette maison vide, année après année? Sa voix a changé, devenant défensive. Écoute, je sais que les choses n'ont pas été parfaites entre nous, mais c'est du passé. Nous sommes une famille. Ça doit bien compter pour quelque chose. Famille. Le mot flottait entre nous comme une malédiction. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais resté assis près de ce même téléphone, espérant qu'il sonne, à tous les messages sans réponse, aux lettres retournées, aux anniversaires passés dans le silence. Tu as raison, ai-je finalement dit. La famille, ça compte pour quelque chose. Je serai là. Vraiment? C'est super, papa. Le soir de Noël, vers 18 heures. Je t'enverrai l'adresse par texto. Fais ça. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer. Et, Étienne, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Sa voix s'est éclaircie, et je pouvais presque entendre les signes euros dans son ton. Quel genre de surprise? Tu verras. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai reposé le téléphone avec précaution. Mes mains tremblaient légèrement. La cuisine semblait différente maintenant, chargée de possibilités. Dehors, la neige avait commencé à tomber, recouvrant les rues calmes de la ville d'un manteau blanc. Je suis resté là un long moment, le regard dans le vide, mon esprit voyageant dans le passé.
à la dernière fois où j'avais vu le visage de mon fils. C'était il y a si longtemps. Mais certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Elles restent simplement en sommeil, enfouies sous des années de dignité silencieuse et de résignation, jusqu'à ce que le bon moment vienne pour se révéler. Je me suis approché de la fenêtre, regardant la neige tomber, et je me suis souvenu comment tout avait commencé. La neige me rappelait ce mois de décembre il y a 20 ans, quand tout ce que j'avais construit s'était effondré. J'étais assis dans cette même cuisine, bien que la maison semblait différente à l'époque, plus chaleureuse, remplie de la promesse d'une famille. Sophie était en train de faire ses valises, qui étaient éparpillées sur le sol de notre chambre comme des blessures ouvertes. « Tu es pathétique, Alain. » Sa voix résonnait dans ma mémoire, tranchante et cruelle. 45 ans. Et qu'as-tu à montrer? Un boulot sans avenir dans cette boîte, un crédit immobilier qu'on a à peine les moyens de payer, et des rêves qui ne se réaliseront jamais. Je me souviens m'être tenu sur le pas de la porte, la regardant plier des vêtements avec une précision mécanique. Je pensais que nous étions heureux. Heureux. Elle avait ri, un son comme du verre qui se brise. C'est quand la dernière fois que tu m'as surprise avec quelque chose? La dernière fois que tu m'as emmené dans un bel endroit? Olivier, lui, me traite comme une reine. Olivier, son nouvel amant, celui avec la voiture de luxe et le bureau d'angle, celui qui appelait chez nous depuis des mois avant que je ne comprenne enfin ce qui se passait. Et Étienne? Avais-je demandé, m'accrochant aux branches. Il a besoin de stabilité, il a besoin de son père, il a besoin d'un père qui soit un gagnant. Elle avait refermé la valise d'un coup sec. Tu n'as jamais été qu'une déception. Le divorce avait été rapide et brutal. L'avocat de Sophie avait été cher. Le mien était surchargé de travail et sous-payé. Elle était partie avec la maison, la voiture et la loyauté de notre fils. J'avais emménagé dans ce petit appartement en location en ville, recommençant à 45 ans, avec rien d'autre que mon travail de comptable et le goût amer de la trahison. Étienne avait 18 ans à l'époque, assez grand pour choisir son camp, et il avait choisi le sien sans hésiter. « Maman a raison », avait-il dit lors d'une de nos dernières conversations, sa voix froide et pleine de la certitude de l'adolescence. « Tu ne trouves que des excuses. Peut-être que si tu avais essayé plus fort, si tu avais eu plus de succès, rien de tout cela ne serait arrivé. » J'ai essayé d'expliquer, de lui faire comprendre, mais il avait déjà pris sa décision. Le nouveau beau-père avait de l'argent, de l'influence, des relations. Qu'est-ce que j'avais, moi? Un petit appartement et un cœur brisé. 20 ans de silence ont suivi. 20 ans de cartes d'anniversaire non ouvertes, d'appels téléphoniques qui tombaient directement sur sa messagerie, de matins de Noël passés seuls dans cette maison silencieuse. J'avais appris à vivre avec le vide, à trouver un sens dans les petites choses, mon travail, mes livres, la gentillesse occasionnelle des voisins. Mais je n'avais jamais cessé d'espérer. Je n'avais jamais cessé de croire qu'un jour mon fils se souviendrait de l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui était resté debout toute la nuit quand il avait eu une pneumonie, qu'il avait aimé inconditionnellement, même quand l'amour ne suffisait pas. Le gain au loto avait tout changé. 15 millions d'euros, net d'impôts, grâce à un ticket que j'avais acheté sur un coup de tête au tabac presse du coin. L'histoire avait fait la une des nouvelles locales, puis des journaux régionaux. En une semaine, mon téléphone avait recommencé à sonner. De vieux amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, des parents éloignés dont j'avais oublié l'existence, et puis aujourd'hui, l'appel que j'attendais et redoutais à la fois. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti le dossier que j'assemblais depuis des mois. Relevé bancaire, dossier d'investissement, documents juridiques, tout ce dont j'aurais besoin pour le soir de Noël. Tout ce dont j'aurais besoin pour montrer à mon fils quel genre d'homme son père était devenu. La neige tombait toujours dehors, recouvrant la ville d'un blanc immaculé. Bientôt, très bientôt, j'aurais ma chance d'offrir à Étienne et Sophie la surprise qu'ils attendaient. Mais quelque chose me disait que ce ne serait pas tout à fait ce à quoi ils s'attendaient. J'ai souri pour moi-même, en fermant le dossier. 20 ans,
C'était long à attendre pour que justice soit faite, mais j'avais appris que certaines choses valaient la peine d'attendre. L'isolement avait été mon professeur, bien que je ne m'en sois pas rendu compte à l'époque, après le divorce. Lorsque la solitude s'est installée dans mes os comme un froid hivernal, j'avais besoin de quelque chose pour remplir les heures interminables. C'est là que j'ai découvert mon don pour les chiffres, pas seulement ceux de la comptabilité, mais ceux qui pouvaient bâtir des empires à partir de rien. Tout a commencé avec un avis de saisie immobilière que j'avais vu dans le journal local en 2008. Un petit immeuble de 2 appartements dans le sud de la ville. Rien de spécial, mais le prix a attiré mon attention. Alors que tout le monde fuyait le marché immobilier, j'ai vu une opportunité. Je suis passé devant la propriété pendant ma pause déjeuner, notant la structure saine sous la peinture écaillée et le jardin en friche. Cette nuit-là, j'ai étalé des coupures de journaux sur la table de ma cuisine, leurs bords jaunis se recroquevillant sous la lumière de la lampe. Taux hypothécaires, valeurs immobilières, prévisions du marché, je les ai tous dévorés comme un homme affamé. La vieille chaise en bois a grincé sous mon poids alors que je me penchais en avant, griffonnant des calculs de risque au dos des factures. « Vous êtes sûr de vous, monsieur Leclerc ?» m'avait demandé le banquier, me regardant par-dessus ses lunettes, sceptique. « L'immobilier est un jeu dangereux en ce moment. J'en suis sûr. » J'ai signé les papiers d'une main ferme, même si mon cœur battait la chamade. C'était chaque centime que j'avais économisé depuis le divorce, plus un petit prêt sur mon modeste plan de retraite. L'immeuble est devenu mon projet nocturne. J'y allais en voiture après le travail, les outils cliquetant dans mon coffre, et je passais des heures à gratter la peinture, réparer les fuites, remplacer les planches pourries. Le travail physique me faisait du bien, il avait un but. Pour la première fois depuis des années, je créais quelque chose au lieu de simplement survivre. 6 mois plus tard, j'avais des locataires. Des gens bien, un jeune couple qui débutait, reconnaissant pour les murs propres et la plomberie qui fonctionnait. Le loyer couvrait mon hypothèque avec un petit bénéfice. J'ai réinvesti immédiatement, achetant une autre propriété, puis une autre. La crise financière de 2008 a été mon occasion en or. Pendant que d'autres perdèrent des fortunes, je bâtissais tranquillement la mienne, un achat prudent à la fois. J'ai appris à lire les quartiers comme des livres, à repérer le potentiel là où les autres ne voyaient que des problèmes. Les calculs de minuit sont devenus une routine. Des tableurs s'illuminaient sur l'écran de mon ordinateur, suivant les revenus et les dépenses avec une précision méthodique. En 2015, je possédais 12 propriétés à travers la ville. En 2020-23, je vivais dans le même petit appartement de location. Je conduisais la même voiture fiable. Je portais les mêmes vêtements modestes. Mais sous la surface, j'accumulais du pouvoir, celui qui venait de décisions intelligentes prises dans une patiente solitude. Le gain au loto avait été de la chance, bien sûr, mais il est tombé sur des fondations que j'avais construites par la discipline et la détermination. 15 millions d'euros en plus de ce que j'avais déjà gagné par la sueur et la stratégie. Je valais plus qu'Étienne ne pouvait l'imaginer, plus que Sophie ne le croirait jamais possible. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Presque minuit. La neige avait cessé, laissant la ville drapée d'un silence immaculé. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles occasions de prouver que l'homme tranquille qu'ils avaient rejeté comme un échec était devenu tout autre chose. Étienne connaissait-il toute l'étendue de ce que j'avais accompli? Comprenait-il que son père n'était pas seulement chanceux, mais intelligent? J'en doutais. Dans son esprit, j'étais toujours l'homme brisé qui avait tout perdu il y a 20 ans. Mais cet homme avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait appris à transformer la solitude en force, l'échec en triomphe. La maison s'est installée autour de moi avec des bruits familiers. J'avais du travail à faire, des plans à finaliser. Le réveillon de Noël approchait et j'avais l'intention d'être prêt. Le matin est arrivé avec une nouvelle couche de neige recouvrant les fenêtres et je sirotais un café à la table de ma cuisine lorsque le téléphone a de nouveau sonné. Le son m'a fait marquer une pause, la tasse à mi-chemin de mes lèvres.
2 appels en 2 jours, après 2 décennies de silence. Alain, la voix de Sophie m'a frappé comme un vent glacial. Toujours ce même ton haletant qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, bien que là j'en ai durci les contours. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. J'ai eu ton numéro par Étienne. J'ai posé mon café avec soin. Sophie, quelle délicate attention de ta part de prendre des nouvelles. Écoute, je sais que les choses se sont mal terminées entre nous, mais nous avons un fils ensemble. Ça doit bien compter pour quelque chose, non? Étienne a des problèmes, Alain, de gros problèmes. Il a besoin d'aide, et je me suis dit, eh bien, avec ta récente bonne fortune. Je pouvais entendre des chuchotements en arrière-plan, puis la voix d'Étienne, faible mais claire. Demande plus, dis-lui que c'est urgent. Quel genre de problème? J'ai gardé ma voix neutre, bien que ma prise sur le combiné se soit resserrée. Son entreprise, tu sais comment est le monde des start-up, si volatile. Il a des investisseurs qui lui mettent la pression, et s'il ne trouve pas l'argent bientôt. Elle a laissé la phrase en suspens. Je déteste demander, mais pourrais-tu l'aider? Au nom du bon vieux temps. D'autres chuchotements. Dis que c'est pour l'avenir des petits-enfants. C'est pour l'avenir des petits-enfants, a poursuivi Sophie, sa voix prenant cette qualité suppliante dont je me souvenais de notre mariage. Tu ne veux pas qu'ils souffrent à cause de problèmes d'affaires, n'est-ce pas? J'ai regardé la vapeur s'élever de ma tasse de café, pensant à toutes les fois où j'étais tombé dans ce piège. Les crises fabriquées, la manipulation émotionnelle, la façon dont elle avait toujours su exactement sur quel bouton appuyer. « Combien ?» ai-je demandé. « Eh bien, 200 000 € couvriraient les problèmes, mais si tu pouvais monter à 300 000. » Un autre chuchotement. « Peut-être 400 000, juste pour être sûr. » J'ai failli rire. 400 000 €. Demander aussi nonchalamment que si l'on empruntait un peu de sel à un voisin. Je vois. Alain, je sais que tu es en colère à propos du passé, mais c'est plus important que nos problèmes. Il s'agit de la famille, de faire ce qui est juste. Ce qui est juste, ai-je répété lentement. Dis-moi, Sophie, qu'y avait-il de juste dans 20 ans de silence? Qu'y avait-il de juste à retourner des cartes d'anniversaire non ouvertes? Qu'y avait-il de juste à apprendre à notre fils à traiter son père comme un étranger? Sa voix s'est durcie. C'est de l'histoire ancienne. On parle de maintenant, de l'avenir de ton fils. Je ne vous donnerai pas un centime. Les mots sont sortis plus proprement que je ne l'aurais cru, sans colère, sans amertume, juste un fait. Quoi? Elle semblait sincèrement choquée. Alain, tu ne peux pas être sérieux. Tu as gagné des millions d'euros. Qu'est-ce que quelques centaines de milliers pour aider ton propre fils? Pas un centime, ai-je répété. Ni maintenant, ni jamais. Mais tu l'aimes. Tu es son père. Comment peux-tu l'abandonner au moment où il a le plus besoin de toi? J'ai pensé à toutes les fois où j'avais eu besoin d'eux, à toutes les fois où j'avais tendu la main et avais été ignoré. J'ai appris des meilleurs. Tu fais une erreur. Tu le regretteras. Je ne pense pas. La ligne est devenue silencieuse. Elle m'avait raccroché au nez, tout simplement. J'ai reposé le téléphone et j'ai regardé la neige continuer de tomber par ma fenêtre. Le silence me semblait différent maintenant, non pas vide, mais rempli de possibilités. J'avais passé le test. Il y a 20 ans, j'aurais signé le chèque, désespéré de racheter leur affection. Mais l'homme que j'étais devenu comprenait quelque chose que l'ancien Alain n'avait jamais compris. Le respect ne s'achète pas, et l'amour qui a un prix n'est pas de l'amour du tout. J'ai fini mon café et j'ai commencé à planifier mon prochain coup. Le réveillon de Noël était encore dans quelques jours, mais j'avais le sentiment que mon fils et sa mère n'en avaient pas fini avec leur petit stratagème. C'était bien. J'avais attendu 20 ans pour ce moment. Je pouvais attendre encore un peu pour voir jusqu'où ils iraient. Le téléphone est resté silencieux sur la table. Et je me suis surpris à presque espérer qu'il sonne à nouveau, parce que chaque appel rendait ma surprise de Noël un peu plus douce, un peu plus justifiée. Il pensait avoir affaire au même homme brisé qui avait tout perdu il y a des décennies. Ils n'avaient aucune idée de qui ils affrontaient réellement. Le sommeil m'a fui cette nuit-là, et à l'aube, je savais ce que je devais faire.
La lumière matinale projetait de longues ombres sur le sol de ma cuisine alors que j'étais assis avec mon café fixant le téléphone. Un test de plus, une confirmation finale de ce que je soupçonnais déjà. J'ai décroché le combiné et j'ai composé le numéro d'Étienne, mes doigts fermes malgré le poids de ce que j'allais faire. « Papa ?» Il avait l'air surpris, peut-être même content. « Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles si tôt. J'ai réfléchi à ce que ta mère a dit hier à propos de tes problèmes. Oh, ça !» Sa voix a changé, devenant plus prudente. Elle a probablement fait paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Tu sais comment elle s'inquiète. Je me suis adossé à ma chaise, regardant le vent d'hiver secouer mes fenêtres. En fait, Étienne, j'ai appelé parce que j'ai quelques problèmes moi aussi. Des problèmes financiers. J'ai laissé les mots flotter dans l'air, notant la façon dont sa respiration changeait. J'ai bien peur d'avoir pris de terribles décisions avec mes gains du loto. Je me suis laissé emporter par le trading de crypto-monnaies, tu sais, le Bitcoin, l'Ethereum, toutes ces monnaies numériques dont tout le monde parlait. Oh non! Mais son ton n'était pas compatissant, il était calculateur. C'est grave à quel point? Assez grave. J'ai perdu la majeure partie dans un krach boursier la semaine dernière. Des investissements volatiles, il m'avait prévenu, mais je pensais mieux savoir. J'ai fait une pause, le laissant absorber ce mensonge. Il me reste peut-être assez pour couvrir le dîner de Noël, mais pas grand-chose de plus. Le silence s'est étiré entre nous, rompu seulement par le bourdonnement de la ligne téléphonique. Je pouvais presque entendre ses pensées changer, se recalibrer. « Eh bien, » a-t-il finalement dit, sa voix plus froide qu'un hiver nordique, « c'est vraiment dommage, papa. J'imagine que ça arrive. Ça arrive. » J'ai attendu, lui donnant une chance d'offrir du réconfort, du soutien, tout ce qui pourrait ressembler à une préoccupation filiale. Alors, à propos de Noël, il s'est raclé la gorge. Peut-être que ce serait mieux si tu ne venais pas cette année. Je veux dire, avec tout ce que tu traverses, tu as probablement besoin de te concentrer sur la remise en ordre de tes finances. Et voilà, le masque tombait complètement. Je vois, j'ai gardé ma voix neutre, bien qu'à l'intérieur je ressentais une froide satisfaction. Donc, l'invitation est annulée. C'est juste. Tu comprends, n'est-ce pas? Sophie a prévu ce grand repas, et on comptait un peu sur... Enfin, bref, c'est probablement mieux comme ça. Moins de stress pour tout le monde. Moins de stress? Ai-je hoché la tête pour moi-même? Bien sûr, je ne voudrais pas être un fardeau. Papa, ne sois pas comme ça. C'est juste une question de pragmatisme. Quand tu seras de nouveau sur pied, on se verra, c'est sûr. Quand je serai de nouveau sur pied, ai-je souri sombrement. C'est ça. Écoute, je dois y aller. J'ai une conférence téléphonique dans 5 minutes, mais on se parle bientôt, d'accord? La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. J'ai reposé le téléphone et j'ai regardé les rues enneigées de la ville. 20 ans de silence. Et au moment où ils ont cru que j'étais de nouveau fauché, c'était le retour au silence total. Je savais que ça arriverait, mais le voir confirmé si brutalement piquait encore. Non pas parce que j'étais surpris, mais parce que cela cristallisait tout ce que j'avais soupçonné sur leur motivation. L'amour sous condition n'était pas de l'amour, c'était une transaction commerciale. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai appuyé ma paume contre la vitre froide. Dehors, mes voisins commençaient déjà leur journée, faisant chauffer les voitures, déblayant les allées. Des gens normaux menant des vies normales, prenant probablement pour acquis le simple fait que leur famille les aimait pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils avaient. Le test était terminé. Le jury avait rendu son verdict. Il était maintenant temps de préparer la sentence. Avec cette clarté d'esprit, j'ai passé l'après-midi à faire des recherches sur les vies que mon fils et mon ex-femme avaient bâties tout en ignorant la mienne. S'ils voulaient jouer à des jeux, je devais en comprendre les règles. J'ai commencé par mon ancien réseau de contacts professionnels dans la ville, des relations que j'avais nouées lors de mes entreprises immobilières. Quelques appels téléphoniques ont révélé des informations intéressantes sur la start-up d'Étienne, ou plutôt sur son échec spectaculaire. Leclerc Tech Solutions. Jean-Pierre Martin de la Chambre de commerce et d'industrie a ri amèrement.
Ce gamin a brûlé l'argent des investisseurs comme si c'était des confettis. Il a promis un logiciel révolutionnaire. Il n'a livré que des excuses et des déjeuners coûteux. Qu'est-il arrivé aux investisseurs? Ils ne sont pas contents. On dit qu'il doit près de 2 millions d'euros entre la société de capital risque et les bailleurs de fonds privés. Certains d'entre eux engagent des avocats. J'ai pris des notes sur un bloc-notes, mon esprit de comptable organisant automatiquement les informations. 2 millions de dettes. Cela expliquait le désespoir. Internet a fourni le reste du puzzle. Le profil professionnel d'Étienne montrait une série d'entreprises en faillite, chacune durant juste assez longtemps pour attirer des financements avant de s'effondrer. Ces réseaux sociaux brossaient le tableau d'un style de vie somptueux, restaurants chers, voitures de luxe, vêtements de marque, le tout financé par l'argent des autres. Mais c'est le profil de Sophie sur les réseaux sociaux qui m'a vraiment dégoûté. Son profil montrait une femme jouant la victime, avec une précision magistrale. Des photos d'elle, l'air blafard et fatigué, accompagnées de publications sur sa courageuse bataille contre le cancer. Jour 47 de chimio, lisait-on dans une publication du mois dernier. Les traitements sont épuisants, mais vos dons me permettent de continuer à me battre. Chaque euro aide pour les factures médicales et les traitements expérimentaux que mon assurance ne couvre pas. J'ai parcouru des mois de publications similaires, chacune plus manipulatrice que la précédente. Des milliers d'euros de dons provenant d'inconnus bienveillants. Tout cela basé sur un mensonge. Car je savais que Sophie n'était pas malade, elle était juste cupide. Une recherche rapide dans les dossiers de l'hôpital de la ville, grâce à un contact travaillant dans l'administration, a confirmé mes soupçons. Aucun traitement contre le cancer, aucune chimiothérapie, pas même une ablation de grains de beauté suspecte. J'ai recoupé ces publications avec les habitudes de dépenses d'Étienne sur les réseaux sociaux. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Chaque pic important de dons coïncidait avec une publication d'Étienne sur une nouvelle opportunité commerciale ou un achat coûteux. Ils travaillaient ensemble. Une équipe mère-fils siphonnant l'argent d'inconnus tout en ignorant l'homme qui avait réellement gagné sa fortune par un travail honnête. J'ai tout compilé dans un dossier, avec la même approche méthodique que j'avais utilisée pour mes investissements immobiliers. Relevé bancaire, capture d'écran des réseaux sociaux, un témoignage d'investisseurs escroqués, une trace écrite qui brossait un tableau clair de fraude systématique et de manipulation émotionnelle. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils me rejetaient comme un échec, un homme qui ne valait ni leur temps ni leur attention. Mais ce même homme avait bâti une fortune grâce à la patience et à la stratégie, alors qu'il n'avait construit que des dettes et de la tromperie. J'ai fermé mon ordinateur portable alors que le soir tombait sur la ville, la lueur des écrans s'estompant dans l'obscurité. Demain apporterait de nouvelles opportunités, de nouvelles pièces du puzzle. Mais ce soir, je me suis permis un moment de satisfaction. Je n'étais plus la victime dans cette histoire. J'en devenais l'auteur. Le téléphone a de nouveau sonné. Probablement une autre tentative désespérée d'obtenir de l'argent de leur père riche. Je l'ai laissé sonner, écoutant le son résonner dans ma maison silencieuse. Laissez-les s'interroger. Laissez-les s'inquiéter. Noël était encore dans quelques jours et j'avais du travail à faire. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville de blanc. Propre, pur, prêt pour un nouveau départ. L'aube a apporté la concentration et j'ai attrapé le téléphone avant même que mon café du matin ne soit prêt. Les notes de la recherche d'hier étaient étalées sur la table de ma cuisine comme un plan de bataille. Il était temps de voir jusqu'où la cupidité de mon fils l'emporterait. Étienne a répondu à la deuxième sonnerie. « Papa, c'est inattendu. 2 fois en 2 jours. J'ai de bonnes nouvelles, ai-je dit en m'installant dans ma chaise. Tu te souviens de ces investissements en crypto dont je t'ai parlé? Ceux qui m'ont ruiné? » « Ouais. » Sa voix portait une note de lassitude, comme s'il se doutait de la suite. Eh bien, j'ai réussi à en récupérer la majeure partie. Le day trading, tu sais. J'ai acheté au plus bas et c'est reparti à la hausse. Ça s'est avéré mieux que prévu.
Le silence a duré exactement 3 secondes. Je les ai comptés. C'est fantastique, papa. Je suis tellement soulagé. Je m'inquiétais pour toi. Le mensonge a roulé sur sa langue si facilement. Pas la moindre trace de honte ou de gêne pour la rapidité avec laquelle il m'avait rejeté quand il me croyait fauché. Alors, je pensais, ai-je continué, peut-être que Noël est de nouveau d'actualité, si l'invitation tient toujours. Bien sûr qu'elle tient. Sophie sera ravie. Elle avait hâte de te voir. Un autre mensonge. Je pouvais entendre les calculs cliqueter derrière ces mots comme une vieille caisse enregistreuse. En fait, papa, en parlant de Noël, sa voix a changé, devenant plus intime, plus filiale. Je sais que c'est délicat d'aborder ça, mais puisque tu as mentionné ton rétablissement financier, je me demandais si tu envisagerais de m'aider pour quelque chose. J'ai souri sombrement. Ah oui. C'est cette opportunité d'affaires, urgente, tu sais, le genre de marché qui pourrait me mettre à l'abri pour la vie, mais je dois agir vite. 300 000 € couvriraient ma mise de départ. 300 000. Pas une demande de prêt, une exigence enveloppée dans le langage de l'opportunité. C'est une somme importante, Étienne. Je sais, mais papa, il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit d'assurer l'avenir de la famille, l'avenir de tes petits-enfants. Et honnêtement, après tout ce qui s'est passé entre nous, je pensais que ce pourrait être une façon de, tu sais, prendre un nouveau départ. La manipulation était à couper le souffle par son audace. Famille, petits-enfants, nouveau départ, tous les boutons qu'il pensait pouvoir actionner sur l'homme que j'étais autrefois. « Parle-moi de cette opportunité », ai-je dit, en y injectant juste assez d'intérêt pour le faire parler. C'est dans le secteur de la tech, le développement de l'IA, un truc révolutionnaire, vraiment. Les premiers investisseurs prévoient des rendements de 500% en 18 mois. Le même argumentaire qu'il avait probablement utilisé avec ses précédentes victimes. Je me suis demandé s'il avait même pris la peine de changer les chiffres. 500%. Ça semble trop beau pour être vrai. Je sais que ça paraît fou, mais papa, c'est comme ça que fonctionnent ces technologies de rupture. Tu te souviens quand le Bitcoin ne valait rien? Les gens qui sont entrés tôt ont fait fortune. J'ai laissé le silence s'installer entre nous, comme si j'y réfléchissais sérieusement. Je m'émerveillais de la manière dont il s'était complètement dévoilé. Aucune mention de me rembourser, aucune reconnaissance des 20 ans de silence, juste sa main tendue, paume vers le haut, en attente. Je vais devoir y réfléchir, ai-je finalement dit. Bien sûr, mais papa, le temps est vraiment un facteur ici. La fenêtre se referme après Noël, donc si tu comptes le faire, il faudrait agir vite. L'urgence était fabriquée, bien sûr. Créer la pression, éliminer le temps pour le doute, tactique classique d'escroc. Je comprends. Laisse-moi y réfléchir cette nuit. C'est tout ce que je peux demander. Et papa, merci d'y avoir même pensé. Ça représente beaucoup pour moi. J'ai raccroché et je me suis adossé à ma chaise, regardant la lumière du matin briller sur mon bloc-notes. Il avait complètement mordu à l'hameçon. Aucun soupçon, aucune question sur la façon dont j'avais récupéré mes pertes si rapidement, juste une cupidité pure et sans phare. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit un seul mot, confirmé. 20 ans de silence, et maintenant il voulait 300 000 € sur la base d'un appel de 5 minutes. L'audace était presque admirable dans son absence de vergogne. Presque. J'ai regardé ma montre. La journée de travail ne faisait que commencer, et j'avais d'autres appels à passer, d'autres pièces à mettre en place. Étienne pensait qu'il me manipulait, mais il n'avait aucune idée que le jeu était déjà bien avancé. Avec cet appât lancé, je me suis tourné vers les contacts que j'avais compilés lors des recherches de la veille. Les investisseurs qu'Étienne avait escroqués méritaient de savoir où leur argent était passé et où se cachait l'homme qui le leur avait pris. J'ai commencé par la société de capital risque. La réceptionniste m'a passé un certain monsieur Durand qui semblait fatigué même à 9 heures du matin. « Vous appelez à propos d'Étienne Leclerc ?» Sa voix s'est aiguisée. « Quel est votre lien avec lui ?» « Je suis quelqu'un qui croit en la responsabilité, ai-je dit prudemment. Je crois savoir qu'il doit à votre société une somme d'argent considérable. » « Considérable !»
est un euphémisme. Nous parlons de fraude délibérée, mais il a disparu. Pas d'adresse de suivi, pas de coordonnées. Nos avocats sont dans une impasse. Et si je vous disais que je sais exactement où il se trouve? La chaise de Durand a grincé alors qu'il se penchait en avant. J'écoute. Il est dans cette ville. Il se cache ici depuis des mois, vivant chez sa mère pendant qu'il prépare sa prochaine arnaque. J'ai fourni l'adresse, le numéro de téléphone et les preuves des réseaux sociaux que j'avais rassemblés. L'excitation de Durand était palpable. Comment savez-vous tout cela? Disons simplement que j'ai un intérêt personnel à ce que justice soit faite. Après Durand, j'ai contacté les 3 investisseurs privés qu'Étienne avait nommés dans les documents d'enregistrement de son entreprise en faillite. Leurs réactions ont été remarquablement similaires. Scepticisme initial, suivi d'une rage à peine contenue, alors que je fournissais la preuve de sa localisation. Cette petite fouine, a grogné Éléonore Garcia, qui avait perdu 50 000 € dans sa start-up de panneaux solaires. Je savais qu'il se cachait quelque part. Mon avocat a dit qu'il nous faudrait un détective privé pour le retrouver. Considérez l'enquête terminée, ai-je dit. Je vous envoie également des preuves de son style de vie actuel. Des publications sur les réseaux sociaux montrant des achats coûteux, des visites au restaurant, des produits de luxe, tout cela alors qu'il prétend être en faillite. À midi, j'avais contacté 7 investisseurs. À 14 heures, ils formaient une action collective en justice. À 15 heures, ils avaient une conférence téléphonique prévue avec leurs équipes juridiques. Je me suis assis dans mon bureau à domicile, entouré de papiers et de captures d'écran, écoutant mon téléphone vibrer avec les mises à jour. Chaque appel apportait plus de satisfaction que le précédent. « Monsieur Anonyme », a dit Durand quand il a rappelé. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous nous avez donné exactement ce dont nous avions besoin. Nous déposons des requêtes d'urgence pour geler ces comptes et saisir tous les actifs que nous pouvons trouver. En combien de temps pouvez-vous agir? Nous parlons de jours, pas de semaines. Noël pourrait devenir très intéressant pour Monsieur Leclerc. J'ai gardé la carte de visite de Durand avec les autres, créant une pile nette de conséquences. Pendant 20 ans, Étienne avait vécu sans avoir à rendre de compte pour ses actes. Cela allait changer. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Éléonore Garcia. Nos avocats se coordonnent avec les autres. Nous allons le frapper de tous les côtés simultanément. Fini de se cacher, fini les jeux. Je suis heureux d'avoir pu aider. Une dernière chose, a-t-elle dit. Quand nous le trouverons, et nous le trouverons, je veux vous remercier comme il se doit. Vous nous avez redonné espoir alors que nous pensions que tout était perdu. J'ai raccroché et j'ai regardé les rues de la ville, où mon fils se croyait en sécurité, où il pensait pouvoir continuer ses combines sans conséquence. La neige avait cessé de tomber, laissant le monde vif et clair. Une visibilité parfaite pour ce qui allait suivre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper un email à la chaîne d'information locale. Si Étienne voulait jouer avec l'argent des autres, il était peut-être temps que toute la ville sache quel genre de voisin elle avait. Les alliances se formant, je suis parti en voiture l'après-midi suivant pour recueillir la dernière preuve dont j'avais besoin. L'hôpital Saint-Joseph se trouvait à l'est de la ville, sa façade en briques poudrées de neige. Je me suis garé sur le parking des visiteurs avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. Les portes automatiques se sont ouvertes en sifflant, libérant cette odeur antiseptique familière qui me rappelait toujours ma propre opération à cœur ouvert des années auparavant, celle pour laquelle Étienne n'avait pas pris la peine de me rendre visite. J'ai traversé le hall, mes pas résonnant sur les sols polis, dépassant des familles, serrant des bouquets, avec des expressions inquiètes. J'ai trouvé Janine au bureau des dossiers médicaux, une femme que je connaissais de l'époque où je tenais la comptabilité du cabinet dentaire de son défunt mari. Elle a levé les yeux de son ordinateur, surprise. Alain Leclerc. « Qu'est-ce qui vous amène ici par un jour pareil ?»« Bonjour, Janine. J'ai besoin d'une faveur et je sais que c'est un terrain délicat. » Son expression est devenue prudente. « Quel genre de faveur ?» J'ai sorti une carte de visite du cabinet de Durand.
J'aide dans une enquête pour fraude. Il y a une femme qui prétend recevoir des traitements contre le cancer qu'elle n'a jamais eus, collectant des dons sous de faux prétextes. Des vies sont affectées. Janine a étudié la carte, puis m'a regardé. Alain, vous savez que je ne peux pas simplement. Sophie Leclerc, mon ex-femme. Les mots avaient un goût d'acide. Elle mène une arnaque sur les réseaux sociaux, prétendant subir des traitements de chimiothérapie qui n'ont jamais eu lieu. Des gens bien envoient de l'argent qu'ils n'ont pas les moyens de donner parce qu'ils la croient mourante. Quelque chose a changé dans les yeux de Janine. Elle avait toujours été une femme qui valorisait l'honnêteté plus que la bureaucratie. « Ça reste entre nous », a-t-elle dit à voix basse. 20 minutes plus tard, j'étais assis dans ma voiture, examinant les impressions. Un bilan de santé impeccable remontant à 5 ans. Des contrôles de routine, des détartrages, une petite sinusite au printemps dernier. Pas un seul rendez-vous en oncologie, pas de chimiothérapie, pas de diagnostic de cancer d'aucune sorte. Les lumières fluorescentes de l'hôpital projetaient des ombres dures sur les papiers, alors que je lisais chaque détail. Chaque page confirmait ce que je savais déjà. Toute l'histoire du cancer de Sophie était fabriquée. Chaque don, chaque message de sympathie, chaque prière qui lui était adressée reposait sur un mensonge élaboré. J'ai glissé les dossiers dans la poche de mon manteau, sentant leur poids contre ma poitrine comme une armure. Le trajet de retour à travers les rues calmes de la ville m'a donné le temps de digérer ce que j'avais découvert. La neige tombait régulièrement, recouvrant le monde de blanc, donnant à tout un aspect propre et neuf. Un instant arrêté à un feu rouge, je me suis demandé si je ne franchissais pas des limites éthiques. C'étaient des dossiers médicaux privés, obtenus par des relations personnelles plutôt que par les voies officielles. Mais ensuite, j'ai pensé aux familles qui envoyaient des billets de 20 € qu'elles ne pouvaient pas se permettre, croyant aider une femme mourante à se battre pour sa vie. Le feu est passé au vert et j'ai continué ma route. Parfois, la justice exige de se salir les mains. De retour à la maison, j'ai placé les dossiers dans mon classeur, à côté des informations sur les investisseurs et des confirmations de poursuites judiciaires. 3 angles d'attaque distincts, tous soigneusement orchestrés, tous parfaitement synchronisés. Étienne et Sophie avaient passé 20 ans à se croire plus intelligents que tout le monde. Demain, j'allais mettre cette théorie à l'épreuve. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine, où les lumières de Noël scintillaient aux fenêtres des voisins, et je me suis permis un sourire. Les fêtes de fin d'année allaient devenir très intéressantes pour la famille Leclerc. Le téléphone a sonné une dernière fois cette nuit-là. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, sachant déjà que ce serait soit Étienne, soit Sophie, avec une autre demande urgente ou une crise fabriquée de toutes pièces. Mais leur temps pour faire des demandes touchait à sa fin. Après-demain, ils seraient trop occupés à gérer les conséquences pour déranger leur pauvre père oublié. Je me suis versé une tasse de café et je me suis installé pour revoir mes plans une dernière fois. Le matin de Noël n'était plus qu'à quelques heures. Le jour de Noël s'est levé vif et clair, et je me suis préparé pour ce qui serait la réunion de famille la plus satisfaisante de ces 20 dernières années. Je me suis habillé avec soin, ni trop formel, ni trop décontracté, et j'ai traversé la ville jusqu'à l'adresse qu'Étienne m'avait envoyée par texto des semaines auparavant. La maison se trouvait dans un nouveau lotissement, tout en bardage de vinyle et en aménagement paysager identique, avec des guirlandes de Noël tendues de manière inégale sur le porche. Je pouvais voir des silhouettes bouger derrière les fenêtres, probablement Sophie s'affairant aux derniers préparatifs, tandis qu'Étienne comptait les profits imaginaires de son opportunité d'investissement fictive. J'ai sonné à la porte, ne composant sur mon visage ce que j'espérais être une expression d'excitation de grand-père. « Papa !» Étienne a ouvert la porte, les bras grands ouverts, comme si nous avions dîné ensemble toutes les semaines pendant des années au lieu d'un silence radio. « Tu es là. Entre, entre. » Sophie est apparue derrière lui, plus mince que dans mon souvenir, mais avec ce même regard calculateur dans les yeux.
Alain, oh, c'est si merveilleux de te voir, tu as l'air prospère. Je suis entré dans leur salon chaleureux, notant les meubles chers qui n'étaient pas tout à fait assortis, la télévision surdimensionnée, les sacs à main de créateurs négligemment jetés sur les chaises, tous achetés avec l'argent des autres. Je le suis. Merci de me recevoir, ai-je dit en accrochant mon manteau à leur porte-manteau. J'ai apporté quelque chose de spécial pour plus tard, une surprise pour vous deux. Leurs yeux se sont immédiatement illuminés. Une surprise! Sophie a joint les mains. Quelle délicatesse! Nous nous sommes assis pour dîner à une table qui aurait pu nourrir 12 personnes, chargée de plats qui semblaient impressionnants mais qui avaient le goût de produits du rayon traiteur du supermarché. Étienne a découpé la dinde avec une grandiloquence théâtrale, pendant que Sophie remplissait les verres de vin et me bombardait de questions sur ma guérison des pertes en crypto. « Quelle chance que tu aies réussi à rebondir !» a-t-elle dit, sans tout à fait croiser mon regard. « Ces fluctuations du marché peuvent être si imprévisibles. En effet, ai-je convenu en coupant ma dinde en morceaux précis. Mais j'ai appris à être plus prudent quant aux personnes à qui je demande des conseils financiers. Étienne s'est lancé dans une explication détaillée de son opportunité d'investissement en IA, avec des rendements projetés et une urgence sensible au facteur temps. J'ai hoché la tête, posant des questions qui me donnaient l'air intéressé, tout en observant leur visage s'animer à chaque signe perçu de ma volonté d'investir. On a frappé à la porte juste au moment où Sophie servait le dessert. Un coup fort, autoritaire, le genre de coup qui annonce une affaire sérieuse. Étienne a froncé les sourcils, posant sa fourchette. Je n'attends personne. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée, Sophie et moi le suivant. À travers la fenêtre, j'ai pu voir un homme en pardessus sombre, tenant une enveloppe. « Étienne Leclerc ?» a demandé l'homme lorsque la porte s'est ouverte. « Oui, on vous remet cette assignation. » Il a tendu l'enveloppe et s'est tourné pour partir. Étienne a fixé les papiers, son visage se vidant de sa couleur à mesure qu'il lisait. « Ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce que c'est, chérie ?» Sophie a regardé par-dessus son épaule. « C'est un procès. Plusieurs procès. Les investisseurs. » Ils m'ont retrouvé. Ses mains tremblaient alors qu'il feuilletait les pages de documents juridiques. Gel d'urgence des actifs, demande de restitution, allégation de fraude criminelle. Comment ont-ils su où j'étais? Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai gardé mon expression de grand-père concerné tout en savourant intérieurement chaque instant de leur panique. « Oh non !» a dit Sophie, lisant par-dessus son épaule. « Alain, c'est un très mauvais moment. En plein dîner de Noël. Ces choses ont une façon de rattraper les gens, ai-je observé doucement. Étienne faisait les 100 pas maintenant, passant ses mains dans ses cheveux. Je dois appeler mon avocat. Non, je dois partir d'ici. Il pourrait tout geler. La maison, les comptes, tout. Combien veulent-ils? A demandé Sophie. 2 millions. Plus les dommages et intérêts, plus les intérêts. Il avait l'air d'être sur le point de vomir. Sophie s'est tournée vers moi avec cette expression familière que je me souvenais de notre mariage, celle qui apparaissait chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose de cher. « Alain », a-t-elle dit avec précaution, « je sais que c'est délicat, mais c'est la famille d'Étienne, notre fils, et avec ta récente bonne fortune, peut-être pourrais-tu aider avec les frais de justice, juste le temps que ça se tasse. » Elle a pris son téléphone, probablement pour commencer à calculer exactement combien elle pensait pouvoir m'extorquer. Je lui ai souri, le même sourire patient que j'avais arboré pendant 20 ans de manipulation et de mépris. « En fait, Sophie, je pense que tu vas avoir de plus gros problèmes que les frais de justice. Très bientôt. » Elle a levé les yeux de son téléphone, s'arrêtant au milieu de la numérotation. « Que veux-tu dire ? Je connais quelqu'un qui est spécialisé dans les affaires de fraude, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton déterminé que je me souvenais de notre mariage. Un ami de Facebook, un avocat brillant. Il s'occupe de ce genre de choses tout le temps. Elle a pris son téléphone et a navigué vers Facebook, ses doigts se déplaçant avec une efficacité professionnelle.
J'ai observé son visage, sachant ce qui allait arriver, mais curieux de voir comment cela se déroulerait. La première notification indiquait 97 messages. Ses sourcils se sont légèrement haussés, mais elle n'était pas encore inquiète. Les gens populaires reçoivent beaucoup de messages, surtout pendant les fêtes, puis elle a commencé à faire défiler. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-elle murmuré, son visage devenant blanc en lisant. Le téléphone tremblait dans ses mains. « Sophie, qu'est-ce qu'il y a ?» Étienne s'est penché par-dessus son épaule, ses papiers de procès oubliés. Ils disent que j'ai simulé un cancer. Regarde ces commentaires. Fraude, arnaqueuse, dégoûtant. Il y en a des centaines. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai regardé le spectacle se dérouler. Elle a fait défiler plus vite, sa respiration devenant superficielle. Il y a un article de presse. Une Lyonnaise démasquée pour une fausse collecte de fonds contre le cancer. Comment ont-ils? Qui ferait ça? Étienne a attrapé le téléphone, lisant à voix haute. Une source anonyme fournit des dossiers médicaux prouvant que Sophie Leclerc n'a jamais reçu de traitement contre le cancer, malgré la collecte de milliers d'euros de dons pour des frais de chimiothérapie. Ça ne peut pas arriver. La voix de Sophie s'est brisée. Quelqu'un a piraté mes dossiers médicaux. C'est illégal. C'est vrai? A demandé Étienne, sa voix d'un calme mortel. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Je me bats contre le cancer. Tu sais que je me bats contre le cancer, mais même en le disant, je pouvais voir le doute s'insinuer dans les yeux d'Étienne. Il était beaucoup de choses, mais il n'était pas stupide. Les dossiers médicaux étaient trop détaillés, trop officiels pour être fabriqués. « Oh mon Dieu, maman, oh mon Dieu, tu sais ce que ça veut dire. Ils vont enquêter sur tout. Mes procès, tes dons, tout. » Le téléphone de Sophie a vibré avec une autre notification, puis une autre. Les messages affluaient maintenant, d'anciens donateurs exigeant des remboursements, de journalistes demandant des interviews, des autorités posant des questions. « Faites que ça s'arrête », a-t-elle murmuré, fixant l'écran. « Faites que ça s'arrête. »« Je ne peux pas le faire s'arrêter », a sèchement répondu Étienne. « C'est toi qui as fait ça. Tu nous as attiré ça. Je n'ai rien fait. Quelqu'un m'a piégé. » Ils se sont tous les deux tournés vers moi simultanément, comme s'ils se souvenaient soudain que j'étais là. Leur visage arborait un mélange de désespoir et d'espoir. La même expression que j'avais vue d'innombrables fois lorsqu'ils avaient eu besoin de quelque chose de moi. « Alain, » a dit Sophie, sa voix devenant mielleuse malgré la panique. « Tu as dit que tu avais une surprise pour nous. S'il te plaît, dis-moi que tu as apporté ce dont nous avons discuté. L'argent pour l'investissement d'Étienne. Nous en avons besoin maintenant plus que jamais. » Étienne a hoché la tête avec empressement. « Papa, je sais que ça a l'air grave, mais on peut arranger ça. Avec ton aide, on peut engager les meilleurs avocats, les meilleures agences de relations publiques. On peut faire disparaître tout ça. » Je me suis levé lentement, posant ma tasse de café avec un soin délibéré. Leurs yeux suivaient chacun de mes mouvements, avides et désespérés. En fait, j'ai déjà livré votre surprise. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je me suis dirigé vers le porte-manteau et j'ai mis ma veste, prenant mon temps pour chaque bouton. « Que veux-tu dire ?» La voix de Sophie était tranchante, empreinte d'une panique croissante. « Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Je vous ai déjà donné ce que vous méritez. »« Mais l'argent ?» a commencé Étienne. « Il n'y a pas d'argent. Pas pour vous. » Je me suis dirigé vers la porte, leur voix confuse me suivant. « Alain, attends, tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons en parler. » Mais je tournais déjà la poignée, sortant dans la nuit froide. La porte s'est refermée derrière moi, coupant court à leurs supplications et protestations. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner, bien que je puisse voir la lueur chaude de la fenêtre de leur salon dans ma vision périphérique. À l'intérieur, ils essayaient probablement encore de comprendre ce qui venait de se passer, croyant toujours qu'ils pouvaient se sortir des conséquences par la manipulation. Le moteur a démarré en douceur et je me suis éloigné du trottoir. Dans mon rétroviseur, j'ai vu une silhouette apparaître à la fenêtre. Étienne, probablement, me regardant disparaître dans l'obscurité. 20 ans de silence, 20 ans de mépris, 20 ans à me traiter comme si je n'existais pas. Maintenant,
Il savait exactement ce que ça faisait. Les jours se sont fondus en semaines, et les nouvelles sont arrivées au compte-gouttes à travers le réseau de commérage et de préoccupations sincères de la ville. L'histoire a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit dans le jargon journalistique, et elle s'est répandue partout. Janine de l'hôpital a appelé en premier. « Alain, j'espère que j'ai bien fait. Les autorités m'ont contacté à propos de ces dossiers. Il s'avère que quelqu'un les avait alertés anonymement sur la fraude. Je suis sûr que vous avez géré la situation de manière appropriée, ai-je dit en remuant du sucre dans mon café du matin. Les nouvelles locales s'en sont emparées. Puis les journaux régionaux. Quelque chose dans cette affaire a captivé l'attention des gens, peut-être l'audace de simuler un cancer pour de l'argent. D'autres mises à jour sont venues de rencontres fortuites à l'épicerie, de petites discussions avec des voisins, des bribes d'informations qui brossaient le tableau d'un effondrement systématique. Les batailles judiciaires d'Étienne avaient été rapides et brutales. Les investisseurs, armés de preuves et animés d'une juste colère, avaient présenté un dossier en béton. Le juge n'avait montré aucune pitié pour quelqu'un qui avait volé des fonds de pension et des économies pour les études, afin de financer un style de vie de mensonge. Il a tout perdu, a rapporté Thomas Bernard, dont le cabinet d'avocats avait traité une partie du dossier. Maison, voiture, compte bancaire, il a dû retourner vivre chez sa mère, si vous pouvez le croire. Mais la situation de Sophie était sans doute pire. La fraude au cancer avait touché une corde sensible du public, d'une manière que les combines d'Étienne avec les investisseurs n'avaient jamais fait. Les gens pouvaient comprendre de mauvaises affaires, mais simuler une maladie en phase terminale franchissait une ligne qui ne pouvait être effacée. Sa page Facebook était devenue un terrain vague de commentaires haineux et de demandes de remboursement. Les nouvelles locales avaient publié un article de suivi sur la façon dont ces faux traitements avaient coïncidé avec la vente de remèdes miracles et de suppléments non éprouvés, suggérant qu'elle avait profité de l'espoir de personnes désespérées de multiples façons. Des poursuites pour escroquerie sont probables, a mentionné Carole de la bibliothèque, où j'avais commencé à faire du bénévolat les mardis matins. Le bureau du procureur prend ça très au sérieux, mais la mise à jour la plus satisfaisante est venue d'une source inattendue. La factrice, une jeune femme nommée Chloé qui avait suivi l'histoire, est passée chez moi avec un colis et n'a pas pu s'empêcher de partager ce qu'elle avait vu. J'ai livré un tas de lettres recommandées à cette adresse hier, a-t-elle dit, en parlant de la maison d'Étienne. Des documents juridiques, à première vue. La femme qui a ouvert la porte, sa mère, je crois, avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Je l'ai remerciée et je suis rentré, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. Une paix totale. Le printemps qui a suivi a été une révélation. J'ai découvert que se libérer du ressentiment, c'était comme se remettre d'une longue maladie. Soudain, le monde avait de nouveau des couleurs. J'ai pris mes premières vraies vacances depuis des années, conduisant à travers les montagnes, séjournant dans de petites villes où personne ne connaissait mon histoire. Dans une autre région, j'ai rencontré une enseignante à la retraite nommée Marguerite, qui m'a parlé de son travail bénévole dans des programmes d'alphabétisation. À mon retour en ville, je m'étais inscrit pour aider les adultes à apprendre à lire. Ça faisait du bien de construire quelque chose, au lieu de simplement détruire. Le centre communautaire où je faisais du bénévolat était plein de gens qui avaient fait face à de vrais défis, perte d'emploi, problèmes familiaux, soucis de santé, et qui avaient choisi d'aller de l'avant plutôt que de reculer. Leur résilience a mis mes propres luttes en perspective. Vous semblez différent, a observé le père Dubois de l'église, où j'avais recommencé à aller. Plus léger en quelque sorte. Il avait raison. Le poids que j'avais porté pendant 20 ans avait été levé, laissant de la place pour des choses que j'avais oublié d'apprécier. Les livres, les longues promenades, les conversations avec des gens qui valorisaient l'honnêteté plus que le profit. Je vivais toujours dans la même maison modeste. Je conduisais toujours la même voiture fiable. Mais maintenant, ces choses me semblaient être des choix plutôt que des limitations. J'avais assez d'argent pour vivre n'importe où, faire n'importe quoi.
Mais j'avais découvert que la satisfaction venait de sources différentes de ce que j'attendais. Un après-midi de mai, alors que je planifiais un voyage pour visiter le Grand Canyon, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro d'Étienne, mais je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Plus tard, j'ai écouté son message, des excuses confuses mêlées de demandes subtiles d'aide financière. Je l'ai supprimé sans une seconde pensée. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise et j'ai chargé ma voiture de cartes et de guide. Le Grand Canyon pouvait attendre, cependant. D'abord, j'allais traverser la région voisine, où j'avais entendu parler d'une petite ville qui avait besoin d'aide pour se reconstruire après de graves inondations. Ça faisait du bien d'avoir un endroit où aller, quelqu'un à aider. Ça faisait du bien d'être nécessaire pour les bonnes raisons. En sortant de mon allée, j'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais passé tant d'années à attendre un appel qui n'est jamais venu. Je comprenais maintenant que j'avais attendu la mauvaise chose depuis le début. La route devant moi était vide et pleine de possibilités. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai conduit vers ce qui allait suivre, laissant le passé là où il devait être, dans le rétroviseur, devenant plus petit à chaque kilomètre. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.